Bonjour. Donc aujourd'hui, il va être question de Blaxploitation, qui est un non-genre. Donc ça va être assez difficile de le résumer, d'établir des frontières exactes sur ce qu'est la Blaxploitation. À la différence du cinéma horrifique, par exemple, où on peut vraiment dire ce qu'est un film d'horreur ou pas, la Blaxploitation, c'est à la base un terme qui a été utilisé dans certaines revues afro-américaines des années 70, plutôt des revues de gauche, pour parler d'une vague de production utilisant des acteurs et des actrices noirs dans des rôles un petit peu caricaturaux. On va dire, c'est la façon dont est utilisé le terme. Alors c'est un terme péjoratif à la base qui, avec le temps, bon, est devenu un petit peu un terme un petit peu de gloire parce que Tarantino est passé par là et a beaucoup parlé de la Blaxploitation. À partir de là, la presse, Télérama commençait aussi à en parler et puis c'est devenu un terme assez populaire. On a dit que la Blaxploitation, c'était la voix de la population noire américaine, ce qui n'était pas du tout le cas. Et le courant, en fait, a été un petit peu déformé avec le temps. Juste pour vous donner une idée, tous les réalisateurs et les acteurs qui sont généralement associés à la Blaxploitation, lorsqu'on les interroge, moi j'ai eu l'occasion de discuter du sujet avec plusieurs d'entre eux, la première chose qu'ils disent tout de suite, c'est « Attention, moi j'ai jamais fait de film de Blaxploitation. Ça c'est les autres. Moi, je n'exploitais pas les Noirs dans mes films. J'avais le plus grand respect pour la communauté afro-américaine. Je n'ai pas fait de Blaxploitation. » Donc ça rend le sujet d'autant plus difficile parce que quand un réalisateur, même s'il n'est pas forcément très fier d'avoir fait du cinéma érotique ou pornographique, il ne peut pas nier d'en avoir fait, alors que dès qu'on parle à Larry Cohen, par exemple, ou à Jack Hill, qui sont deux grandes figures du cinéma d'exploitation américain, qui ont beaucoup œuvré, notamment dans la Blaxploitation, c'est difficile de venir au bout du sujet parce qu'eux refusent totalement cette notion qu'ils ont œuvré dans ce domaine. Alors avant d'attaquer vraiment le sujet de la Blaxploitation, il faut parler quand même brièvement de la place des Noirs dans le cinéma américain. Bon, ça va être relativement bref parce qu'avant les années 70, la place des Noirs dans la production américaine, elle est quasiment nulle. Tous les acteurs et actrices sont réduits à des rôles, grosso modo, de servants, de cireurs de chaussures ou de musiciens. Et encore, des fois, c'est des acteurs blancs, grimés, en noir, qui jouent les rôles de musiciens. Donc, c'est pas facile pour, lorsqu'on est comédien noir aux États-Unis, avant les années 70, de réussir à percer. Et par la suite, ce sera pas facile non plus. Enfin, il faut pas penser qu'après la petite révolution qu'a été malgré tout la Blaxploitation, les choses ont foncièrement changé. Un exemple très simple, pour moi, qui est quand même emblématique, c'est l'Empire contre-attaque. Vous avez un film où il y a des personnages de toutes les couleurs. Vous avez des créatures vertes, des créatures roses, des créatures rouges, tout ce que vous voulez. Et il n'y a qu'un seul traître dans le film, c'est un noir. C'est quand même un petit peu lourd de sens, mais ça en dit très long sur la façon dont les Noirs sont perçus à Hollywood. Mais parallèlement à cette production hollywoodienne, donc qui ne laissait pas du tout la parole aux acteurs et aux actrices noires, il y a eu une production indépendante régionale, donc hors de Hollywood, qui se faisait aussi bien à Détroit qu'en Floride, qui s'est développée avec des Noirs aux commandes des films. Ça s'appelait les Race Films. C'était des toutes petites productions qui se sont tournées entre le milieu des années 10 et la fin des années 50, donc quand même pendant un laps de temps assez important. La particularité de ces films, c'est qu'ils tournent dans un circuit tout petit. Là encore, il y a tout un travail de recherche encore à faire parce qu'on ne sait pas vraiment comment les films se déplaçaient d'État en État, quel était le tirage des copies, est-ce que c'était vraiment des films qui restaient. Par exemple, la figure la plus connue de ce cinéma, c'était Oscar Micheaux, qui travaillait à Détroit, qui a produit le premier long métrage afro-américain. Mais on ne sait pas du tout encore comment ces films circulaient, s'ils circulaient.
on sait grosso modo qu'il y a dû y avoir entre 500 600 films produits dans ce domaine. Alors ce sont des films qui embrassent tous les genres possibles et imaginables. Vous avez aussi bien des westerns que des comédies, des histoires d'amour, des films fantastiques. C'est pas, les race films ne sont pas un genre, c'est juste le terme donné à cette production faite par des Noirs, destinée à un public noir et auquel la population blanche américaine ne se retrouve jamais confrontée. D'ailleurs, on n'a probablement pas du tout d'idée que ça existe. Et ce courant, donc, il reste en tout actuellement, après un gros travail de certaines associations aux États-Unis pour essayer de sauvegarder quand même ce qui est un patrimoine important en termes cinématographiques. On sait qu'il existe une centaine de copies qui ont pu être sauvegardées, mais voilà, il y a quand même tout un pan de cette histoire qui reste encore à découvrir et qu'on risque de jamais pouvoir faire. Et par rapport, donc, ces films vont durer jusqu'à la début des années 50, fin des années 50, et le public afro-américain va un petit peu s'enlacer pour des raisons assez simples, c'est que ce sont effectivement des productions sans moyens. Et lorsqu'il y a à côté Hollywood qui présente du bénur, qui présente des grosses productions pleines d'action, c'est difficile de pouvoir jouer la compétition avec les majors. Donc petit à petit, le public afro-américain va délaisser ces productions qui vont petit à petit mourir de leur belle mort. Et Hollywood, qui est loin d'être en phase avec son époque, se rend compte néanmoins qu'il y a besoin de figures noires importantes. Et ils vont trouver leur figure, ça va être Sidney Poitier. Alors à l'époque, c'était un petit peu la blague qui circulait à Hollywood, c'est vous avez besoin d'un noir, appelez Sidney Poitier. C'était de toute façon, c'était le seul. Sidney Poitier qui est un petit peu aussi mal vu par certaines des organisations politiques afro-américaines de gauche pour les plus radicales, parce qu'il a un côté, du moins il est perçu comme ayant un côté oncle Tom, ce qu'il n'était pas. Mais c'est vrai que c'est un petit peu l'excuse d'Hollywood pour dire attendez, nous on n'est pas racistes, on a Sidney Poitier, regardez, nos quotas sont maintenus, on a un acteur noir quand même qui joue. Ce qui était quand même, enfin un acteur, c'était pas non plus la gloire. Et pour vous donner un petit peu un état de la production de l'époque, il y a le film Devine qui vient dîner ce soir, qui est d'une niaiserie incommensurable. Alors on a beaucoup dit qu'à l'époque, le film avait été révolutionnaire dans sa façon de présenter les relations interraciales aux États-Unis. C'est tout de même un petit peu faux. Sidney Poitier, effectivement, très bel acteur, qui présente très bien, qui s'apprête à épouser cette jeune femme blanche. Mais donc, tous les deux sont très beaux, ça fait un beau couple. Néanmoins, il y a quand même un très très gros problème, c'est que lui est quelqu'un qui est hautement diplômé, qui a un doctorat, qui a beaucoup voyagé, donc quelqu'un d'extrêmement éduqué, et pour qu'il, c'est le minimum qu'on réclame pour qu'il puisse sortir avec une blanche aux États-Unis. Elle, tout ce qu'on apprend du film, grosso modo, c'est elle ne fait rien du tout de sa vie. Mais comme elle est blanche, voilà, une blanche qui ne fait rien du tout de sa vie peut prétendre avoir un noir qui est super éduqué, qui a une très grande culture et tout ça. Donc c'est quand même un film qui est extrêmement rétrograde, qui passe très très mal. Même si certaines organisations de gauche à l'époque disent que c'est un très grand progrès au niveau de la production hollywoodienne. En tout cas, quand on le regarde maintenant, 50 ans plus tard, je pense que la pastille est difficile à avaler. Et puis néanmoins, il va y avoir plein de petits réalisateurs, plein de petits producteurs qui, à la fin des années 60, étant donné le climat social de l'époque, vont avoir des films qui vont se centrer beaucoup plus sur des acteurs noirs. Il y a un exemple qui est Putney Swope en 1969, qui est un film donc réalisé par Robert Downey, qui est un réalisateur blanc, qui est produit aussi par un producteur blanc avec une équipe technique blanche, mais l'acteur principal est noir. L'histoire est très intéressante parce que c'est un peu une mise en boîte à la fois de la société américaine de l'époque, la façon dont fonctionnent les rapports interraciaux, et c'est dans une agence de publicité ultra dynamique. Il y a une crise au niveau de
de qui va devenir le prochain PDG. Et afin de ne pas se mouiller, tout le monde décide de voter pour le noir, qui est le seul noir de l'entreprise, en se disant, chacun se dit, bon, si je vote pour lui, il n'y a aucune chance qu'il va pouvoir être élu parce que personne ne va voter pour lui. Et puis finalement, ce noir se retrouve élu et il va effectivement transformer de manière révolutionnaire toute cette agence de publicité. Donc c'est un film un petit peu qui prédate toute la blaxploitation dans son fonctionnement économique. C'est-à-dire que tout a été mis en avant par des Blancs. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement juste dans ce film, du moins, sur les rapports sociaux et interraciaux entre Blancs et Noirs. C'est un film qui mérite d'être découvert. Et en 70, il y a le Casse de l'oncle Tom, qui est inspiré d'un roman de Chester Himes. Chester Himes, qui est vraiment l'une des grandes figures de la littérature noire américaine d'ailleurs dans les deux sens, hein, parce que là on parle aussi bien du polar que de l'ethnie. Et c'est un auteur qui est déjà reconnu à l'époque, Chester Himes, aussi bien de toute façon dans bien sûr les médias noirs, mais aussi dans la presse entre guillemets plus traditionnelle. Et ce film est tourné par Ossie Davis. Alors lui, qui est, on le connaît surtout comme acteur, mais c'est un homme qui est très engagé dans la lutte des droits civiques à l'époque, qui a été proche de Martin Luther King notamment. Et son adaptation est extrêmement fidèle. C'est une adaptation du roman Retour en Afrique, dont la traduction française n'était pas très bonne. Donc si vous êtes bilingue, je vous conseille plutôt de lire la version américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on se retrouve avec... on est vraiment dans l'univers du hard-boiled, vraiment le film noir, mais cette fois-ci avec comme personnages principaux deux policiers noirs. Coffin Joe et Grave Digger, donc qui ont déjà des noms très hauts en couleur. Et c'est quelque chose de totalement nouveau aux États-Unis parce que jusqu'à présent, tous les héros, en particulier dans tout ce qui est film d'action ou polar, c'est systématiquement les Blancs. Et le film va rencontrer un succès important, ce qui étonne un petit peu Hollywood, même si c'est une major qui produit le film. Là, ça commence un petit peu à faire bouger les choses dans le cerveau de plusieurs producteurs. Et il y a un film qui va suivre peu de temps après, en 1971, qui s'appelle Sweet Sweetback Badass Song de Melvin Van Peebles, dont je vous propose de voir la bande-annonce. Si c'est possible d'avoir l'extrait numéro 4, s'il vous plaît. Got a sweet, sweet back. Won't believe me. Brother, just keep the faith in Beetle. Old Beetle gonna bring you through. Cause this is just a skirmish. You know how the game go, baby. But you keep the faith in me, and you my man. You my favorite man. Can you take it, baby? I don't know where to sleep back here. Come on, boy, talk! Yes, the good day, fairy godmother. Why, didn't you know that all good dates had fairy godmothers? Every dollar we make, the Guinness get 20, the police gets 40, and Goldbergs gets 50. Anybody can tell you that don't add up to $1. That adds up to $1 and a damn. No, I haven't seen him, Sweetback. I haven't seen the cat. I mean, I don't want to see him. You just keep leaning and leaning and leaning. Get the off my back, man! I'm clean, man. Look, I'm clean. There's nothing there. Look! When I get pissed off, man, I will throw a not-your-bone nigger fit on you, understand? Leave! Split! Leave, mother! You offer pretty good news to me slapping up on some white cops.
Yes, indeed. I'm gonna say a black Ave Maria for you. Le Rated X by an All White Jury, ça c'était une idée de Melvin Van Peebles, qui est un réalisateur roublard, quelqu'un de brillant, de très malin, et qui a vécu en France dans les années 60, où il a tourné notamment 2 films à l'époque, un court et puis un long, La Permission, en 1968. Quand il est retourné aux États-Unis, il a approché les majors là-bas, qui étaient intéressés notamment par son background, comme il avait travaillé en France. Il a tourné avec les majors Watermelon Man, sur lequel il voulait essayer de créer quelque chose de plus engagé, de plus dynamique. Évidemment, la production s'est refusée de le suivre. Et pour son film suivant, il avait eu un deal de 3 films, en fait. Et pour son film suivant, donc, il a décidé de partir totalement en indépendant. Il a récolté au final 150 000 $. C'est ce qu'il raconte. Après, c'est toujours difficile de savoir les sommes exactes, dont certains donnés par des camarades du milieu du cinéma. Et il va tourner ce film en totale indépendance. Le film raconte l'histoire d'un prostitué, joué par Melvin Van Peebles lui-même, qui va tabasser 2 flics racistes et à partir de là va se retrouver dans de nombreuses aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Le film se transforme en un énorme succès, ce qui peut être étonnant parce que c'est une production indépendante qui est tout sauf formatée. Van Peebles, lui, s'amuse à faire beaucoup d'expérimentation au niveau de l'image. Il y a des split screens, de la colorisation. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le type de produit que Hollywood a l'habitude de fournir. Et malgré ça, malgré le caractère un petit peu, on va dire, cinéma d'auteur ou d'art et d'essai, le film obtient un énorme succès, d'abord dans une ville, ensuite dans une autre, les villes du Nord. Et puis, donc, de ces 150 000 $ qu'il a coûté, le film finit par en rapporter plusieurs millions. Et ça, Hollywood, évidemment, qui suit de très près tout ce qui se passe dans le monde du cinéma, bah, ça interpelle certains producteurs. Et certains producteurs, donc, ont une révélation. Ils découvrent que les Noirs vont au cinéma. Et dit comme ça, ça peut sembler risible, mais c'est authentiquement ce qui se passe à l'époque. Le cinéma américain connaît une crise, à la fois à cause de la manière dont les cinémas sont situés. Les cinémas étaient principalement situés, durant les années 60-70, au cœur des centres-villes. Et on a un phénomène différent de ce qu'on connaît ici en France. C'est les villes étaient plutôt pauvres et les banlieues étaient plutôt riches. Ici, c'est le contraire. Et ce qui faisait que toute la communauté noire vivait en pleine ville où se trouvaient les cinémas. Et ces cinémas commençaient à fonctionner un petit peu moins bien parce qu'il n'y avait pas non plus forcément des films qui intéressaient tout le temps. C'était des films souvent formatés ou dirigés pour le public blanc américain, donc qui ne trouvaient pas forcément preneur au sein de ces cinémas. Et là, pour la première fois, il y avait... Enfin, pour la première fois, non, si on compte le casse de l'oncle Tom auparavant, mais il y a un film qui présente un héros noir qui se bat contre la police. C'est un film qui parle de Black Power, c'est un film qui est aussi chargé en érotisme, en action. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été vu à l'époque. Et ça, pour les producteurs d'Hollywood, ils ont du mal à comprendre comment un petit film comme ça a réussi à fonctionner de manière aussi grandiose. Ça rapporte, je ne sais plus, au final, il a rapporté plus de 10 millions de $. Donc pour un truc qui a coûté 150 000, c'est mirobolant. Et alors les producteurs à Hollywood ont une idée très simple. Ils se disent, si les Noirs vont au cinéma, pourquoi ne pas faire des films avec des Noirs dans les rôles principaux ?
Là, c'est Shazam, c'est l'idée de génie. Et très rapidement, il y a plusieurs producteurs qui sont spécialisés dans le cinéma d'exploitation. Alors, ce qu'on appelle le cinéma d'exploitation aux États-Unis, c'est ce qui correspond à tout ce qui a été projeté ici dans les cinémas de quartier. C'est-à-dire, c'est des genres qui exploitent, entre guillemets, une thématique particulière et qui saupoudrent largement en sexe et en action. Par exemple, vous avez la teensploitation qui comprenait des films de jeunes, alors ça pouvait être des comédies, ça pouvait être des romances, et qui étaient destinés spécifiquement au public adolescent. Ce que faisaient les producteurs pour pouvoir attirer encore plus de jeunes dans ces films-là, c'est qu'ils rajoutaient un petit peu de rock'n'roll, c'est qu'ils mettaient quelques actrices se baladant topless, et puis quelques scènes de bagarre, et ils savaient que voilà, avec une campagne marketing spéciale, ils réussissaient à attirer un peu plus de monde. Le principe de la blaxploitation, ça va être la même chose. On va dire, on prend des formules qui existent déjà, du western, du film d'horreur, de la comédie, mais au lieu d'embaucher tous nos acteurs habituels qu'on utilise depuis des années à Hollywood, on va essayer de trouver des nouveaux acteurs, des nouveaux talents noirs. Et entre le véritable lancement de la blaxploitation et puis Sweetback Badass Song, il y a un film qui va aussi très largement contribuer au phénomène, c'est Shaft. Shaft qui, donc il y a eu un remake il y a de ça quelques années. Maintenant, les gens connaissent souvent plus le remake que l'original. Si vous connaissez que le remake, oubliez-le, voyez l'original, c'est vraiment d'une toute autre tenue. Et il y a d'ailleurs une suite là qui devrait sortir l'année prochaine. Et Shaft, c'est une adaptation d'un roman de Ernest Tidyman, qui est un écrivain blanc, sans véritable talent, il faut dire honnêtement. Les aventures de Shaft, c'est très très mal écrit. C'est très difficile d'aller vraiment jusqu'au bout du roman, tellement c'est mal écrit. Mais pour les producteurs d'Hollywood, il y a quelque chose d'évident, c'est qu'ils ont besoin d'une histoire avec un héros noir fort. Ils n'ont pas ça dans leur scénario qui s'empile depuis des années, mais ils ont entendu parler de ce roman. Donc le déclic se fait facilement. Un roman avec un détective privé noir, on achète, on va le lancer. Histoire de ne pas avoir trop de problèmes, ils embauchent un réalisateur noir, Gordon Parks, qui est une très grande figure de la photographie américaine, qu'on a découvert tardivement en France. Et il y a eu plusieurs rétrospectives, il y a eu plusieurs livres qui ont été publiés ces dernières années, mais qui est très connu aux États-Unis depuis les années 60. Notamment, il avait fait un reportage dans Life Magazine sur la vie dans les États du Sud, qui lui avait d'ailleurs valu à l'époque une menace du Ku Klux Klan. Donc, Gordon Parks se retrouve à la réalisation de ce film. Et il va vraiment créer le véritable premier héros noir du cinéma américain. Parce que malgré tout, dans Sweetback Badass Song, on est un homme qui se prostitue. Bon, c'est pas non plus forcément l'idée qu'on se fait du grand héros, alors que là, avec Shaft, on a l'équivalent d'Humphrey Bogart, on a l'équivalent un petit peu de James Bond aussi, mais en noir. Et le film est un gigantesque succès. Il y aura 2 autres suites par la suite. C'est Richard Humphrey qui est un acteur totalement inconnu à l'époque, qui tient le rôle principal. Et de manière assez maligne, mais c'était quelque chose qui était présent dans le roman, le film va brasser de nombreux thèmes. Il est question de Black Power, bien évidemment, parce qu'à l'époque, c'est difficile de faire un film qui prend comme décor la rue et de pas parler de Black Power, c'est difficile de faire ça. Il va parler aussi de gangs de jeunes, il parle de mafia. C'est-à-dire, il a toute une thématique ultra dynamique et surtout, le film possède une BO signée Isaac Hayes et des Parkees, qui ont été embauchés spécialement pour créer ce qui est probablement la BO la plus emblématique des années 70. Si on doit écrire un livre sur les
100 BO les plus importantes de l'histoire du cinéma au niveau mondial, je pense qu'il y en aura 30 qui viennent d'Inde, et il y aura au moins une obligatoirement qui sera liée à la blaxploitation. La musique de la blaxploitation révolutionne à l'époque totalement les schémas d'approche musicaux aussi. Ça, c'est quelque chose de très important dans la façon dont la blaxploitation chamboule les États-Unis, enfin Hollywood. Et dans la suite de Shaft, il y a, donc après ce succès, le succès de Sweet Sweet Bad Badass Song, il y a une compagnie qui s'appelle AIP, American International Pictures, qui est tenue par deux grandes figures du cinéma d'exploitation, c'est Corman et Arkoff, qui ont fait, voilà, dès qu'il y a un genre qui fonctionne, ils vont sortir leur propre production. C'est-à-dire que quand il y a eu les beach movies, c'était des films qui se situaient sur les plages. Il y en a eu un qui a eu du succès, un deuxième qui a eu du succès. Eux, ils en ont fait 5-6 tout de suite. Il y a eu les films avec les motards, avec les bikers qui ont fonctionné. Ils en ont fait 5-6 tout de suite. Le but, c'est de tourner très rapidement, avec des coûts minimes, en offrant la possibilité à de jeunes réalisateurs de se faire les mains. Donc il y a beaucoup de figures du nouvel Hollywood sont passées par Corman. Et de manière très intelligente, comme ils l'ont toujours fait, ils vont partir de cette idée qu'il leur faut des héros noirs. Donc ils vont passer au film d'action. Effectivement, Shaft a déjà posé un petit peu les bases pour ce type de production. Puis ils disent, mais on pourrait faire aussi des films d'horreur. Et si on faisait un Dracula noir? Alors l'idée est complètement aberrante. On imagine un petit peu le genre de discussion que devait avoir Corman, Arkoff. C'est tiens, qu'est-ce qu'on fait comme film? Ah, il y a un Dracula qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah, il y a un Dracula. Tu sais que les films noirs fonctionnent? Bah, vas-y, on fait un Dracula noir. Et c'est grosso modo, c'est comme ça que vont fonctionner toutes leurs productions blaxploitation. C'est pas des tempêtes sous le cerveau, mais ça fait son effet. Blacula, on va voir une petite bande-annonce, si je peux avoir l'extrait 5, s'il vous plaît. You shall pay, Black Prince. I curse you with my name. You shall be Blackula. Blackula, the Black Avenger, rising from his tomb to fill the night with horror. Blackula, Dracula's soul brother, deadlier even than he. You know, he is a strange dude. You're the nut that ran in front of my cab. You're the only imbecile on this street. Boy. Blackula. Look at man, you found, I mean, she's got to be around here somewhere. I mean, now listen, you take your hands off of me. I don't know you. He thirsts for your blood. He hungers for your soul. Warm young bodies will feed his hunger. Hot, fresh blood will quench his awful thirst. Make it a Bloody Mary. Are you, into the occult? No! How about the, heavy stuff? What do you think of vampires? Vampires? I think they're possibly the most fascinating of all. More horrifying than Dracula. The Black Avenger, Blackula, from American International Pictures. J'espère que ça n'a pas effrayé les âmes les plus sensibles. On a essayé de faire attention, mais... Et Blackula, c'est un film à la fois qui est symptomatique de la blaxploitation, parce que, bon, effectivement, ça prête à rire, hein, mais complètement, surtout quand on regarde un extrait comme ça. Pourtant, c'est un film qui se trouve, comme beaucoup d'autres films qui sont liés à la blaxploitation, entre deux chemins. À la fois la production purement mercantile faite pour capitaliser sur le public noir, ça c'est le côté Corman. Et d'un autre côté, il y a quand même un certain nombre d'acteurs, de techniciens noirs qui travaillent sur le film. Alors il y a le réalisateur déjà,
qui est un nouveau venu à l'époque, c'est son premier film. Justement, Corman est très malin parce qu'il se dit, bon, on joue quand même sur un terrain très glissant. On peut nous accuser effectivement de capitaliser sur l'image des Noirs. Évitons tout problème, prenons un jeune réalisateur noir qu'on peut manipuler, on peut lui faire un petit peu ce qu'on veut. Donc William Crane, c'est son premier film, c'est un petit peu un yes man. Il fait le film que lui demandent les producteurs. Par contre, dans le rôle principal, il y a William Marshall, qui est un acteur qui, lui, a déjà un long background, aussi bien à la télé, au cinéma, mais surtout au théâtre. C'est un acteur shakespearien. Il a la quarantaine à l'époque, et lui, c'est pas un yes man. Il se lance dans ce rôle, effectivement, il le prend, je pense, avec une petite touche de dérision. Néanmoins, il va faire changer le scénario pour en faire quelque chose qui reflète certaines préoccupations de l'époque. Ce qu'il va faire, la première chose, c'est qu'il va faire de Blacula, notamment, un prince africain qui, à la base, essaie de lutter contre la traite des Noirs. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas un thème que Corman aurait souhaité développer. Voilà, lui, ce qu'il voulait juste, c'était faire à la base le Dracula qui mord un noir, et voilà, vous avez Blacula. Il n'y avait pas du tout de background un petit peu social derrière. Donc lui, Marshall, il insiste vraiment pour donner cette dynamique initiale. Et ce qui va changer un petit peu quand même la tenue et la donne du film, c'est-à-dire qu'on passe d'un pur film d'exploitation, ça on ne peut pas le nier, à un film d'exploitation, mais qui a quand même du sens. On ne parle pas beaucoup d'esclaves à l'époque dans la production hollywoodienne. Voilà, ça fait partie des thèmes. L'esclavagisme, la traite des Noirs, c'est un petit peu tabou. C'est quelque chose qui ne revient pas. Et donc, c'est un film emblématique de la blaxploitation, par à la fois son côté caricatural, voilà, un Dracula noir, enfin, l'idée, bon, c'est toujours un petit peu étrange, mais qui réussit à être en phase avec son époque sur certains autres points. Et il va y avoir d'autres productions du même acabit, d'ailleurs, qui proviennent à nouveau d'AIP. En 1973, il y a L'Exorciste qui sort, qui est un énorme succès. Qu'est-ce qui se passe avec Corman? Réunion entre Corman et Arkoff. Tiens, t'as vu, il y a L'Exorciste qui a fait un énorme tabac. Ah ouais, mais tu sais, ce qui est bien, c'est il y a les films noirs aussi qui fonctionnent bien en ce moment. Attends, si on faisait un Exorciste noir, boum, il y a Abby qui sort en 1974. Alors Abby qui est tout de suite attaqué par la Paramount parce que là, le plagiat, il est quand même très, 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 très grossier. C'est le même film, hein. C'est L'Exorciste, mais en noir. Voilà, tout le casting est noir, mais voilà, c'est le même film. Bon film, soit dit en passant d'ailleurs. Enfin, il faut pas non plus. C'est pas parce que c'est juste un remake noir, c'est pas parce qu'ils se sont pas non plus trop foulés sur le scénario qu'il faut être dédaigneux avec. C'est un film qui fonctionne plutôt bien. On a la tête qui tourne à 90 degrés, enfin, qui a été enlevée au montage final. Le film a connu beaucoup de problèmes. Il a été retiré des écrans, donc suite à la plainte de la Paramount. Il a refait son apparition après, dans les années 80 en VHS, et c'est devenu un film un petit peu emblématique de la blaxploitation et un film culte parce qu'il a été longtemps très difficile à voir. Je vous le conseille, si vous aimez bien L'Exorciste, je vous le conseille. En tout cas, ça vaut le détour. Et à côté de ces films un petit peu qui sont, on va dire, parfois tirés par les cheveux, il va y avoir toute une nouvelle génération d'acteurs qui va faire son apparition. Des acteurs qui vont être le répondant noir à des John Wayne, à des Humphrey Bogart. Il va y avoir Fred Williamson, qui est un ancien joueur de football américain, donc bonne carrure. Il va y avoir Jim Brown aussi, qui vient du football américain, encore un. Jim Kelly, qui est un spécialiste du karaté, que vous connaissez probablement parce que c'est lui qui joue dans Opération Dragon. Et tous ces acteurs qui, 5 ans auparavant, n'auraient jamais pu trouver le moindre travail à Hollywood, vont percer à cette époque-là, durant les années 70. Ça va être relativement bref parce qu'ils vont faire tout leur cash sur une période qui va de 71 à 79.
En tirant un petit peu, on peut aller jusqu'à 82 parce qu'il va y avoir une espèce d'ultime film de la blaxploitation en 82 qui réunit justement ces 4 grands acteurs. Ce film, c'était Les 4 justiciers, justement. Et justement, parce qu'on va en voir un extrait. Ce qui est intéressant dans ces films, c'est qu'on n'est plus du tout dans l'image du... je ne vais pas dire du noir servile parce que c'est faux, mais du noir qui subit, qui encaisse tout le temps sans forcément répondre. Là, on se trouve pour la première fois face à des personnages noirs qui font leur loi, qui remettent les blancs à leur place quand il y a besoin de le faire. Et là, j'avais pris 2 extraits du film Les 4 justiciers, donc qui est un film de Fred Williamson, qui est à la toute fin de la blaxploitation en 82, qui a décidé de regrouper ses 3 collègues pour faire un petit peu l'espèce de film ultime, le grand film d'action que tous les amateurs attendaient. Et le film a été un grand succès. Et si je peux avoir l'extrait 1, s'il vous plaît. And I didn't say you could sit. I didn't ask. Now look, this place seems to be a pretty nice little setup here. And I'd hate very much to mess up my new linen suit. Understand what I'm talking about? Of course, of course. Laura, would you mind going to the car and get my attaché case? I want to make a few calls. Thank you. Beautiful girl, isn't she? Look, what's your name? Well, anyway, violence is not one of my, it's not my nature. Well, no, I'm very happy to hear that. It's about our money. Where is it, and when can I get it? You're referring to the bet you made between your organization and the company of one Mr. Mario, correct? Well, it appears that you're right in stating that the money is yours. However... Wait. That word, however, usually precedes something I really don't want to hear. I understand, but believe me, the money is in the bank and you'll get it tomorrow. I'm trying to make out with this chick, you see, and I'd like to have dinner in private if you don't mind. Hey, look, no problem. I can understand that. I'm an easy man to get along with. It's a bitch when the bill collector comes around, isn't it? Understand something? I'll be back if the bet isn't paid. Thank you so much for dropping by. Good evening. Well, actually, we're looking for a girl by the name of Terry. You wouldn't be her, would you? No. I haven't seen her since last night. She's supposed to work today. You ever heard the name Chuck? You guys with those karate fellas? Why are you asking? I'm curious. I don't like outsiders that come in and ask a lot of questions. Sure you pulled in those limos. Man, you must think you're real cool. Oh, man. Hey, you're not cool. You trying to be funny? No, sir. No. Because if you was... Man, you ain't nothing. You know we ain't looking for no trouble. Yeah, man, I know that. Somehow trouble always seems to find us. J'avais pris deux extraits soft, hein. Il y a des films qui sont beaucoup plus chargés en action, mais ça vous donne un petit peu une idée de la dynamique qui est portée par ces films, où parmi les ennemis récurrents qu'on trouve, il y a tout le temps les policiers. Et c'est d'ailleurs marrant, dans Blackula, on voit quand même Blackula qui se tape contre la police plusieurs fois. C'est un concept totalement nouveau, on n'avait jamais vu ça auparavant.
Et plus globalement, il y a les Blancs américains qui en prennent plein la figure. Alors, il ne faut pas voir derrière ces schémas une véritable volonté de la part de nombre de producteurs ou réalisateurs de parler sérieusement des tensions raciales qui existent aux États-Unis. Voilà. Du fait que le racisme est omniprésent, ce n'est pas du tout ce que recherchent beaucoup des personnes qui vont être impliquées là-dedans. Ils vont juste utiliser certains leitmotifs récurrents comme ça, qui savent, qui plaisent au public. Donc c'est des formules très populistes finalement, quelque peu caricaturales. Mais Hollywood finit par décider que le public noir américain a besoin, pour pouvoir apprécier ses films, Hollywood a toujours fonctionné comme ça. Elle aime bien avoir des grilles de public, quel que soit le type de production. Et donc rapidement, Hollywood décide que le public noir américain a besoin de voir des flics se faire taper dessus, des blancs se faire taper dessus plus régulièrement, que le héros masculin puisse se taper un maximum de gentilles demoiselles. Là, par contre, c'est un véritable arc-en-ciel de couleurs. Généralement, il y a tout. Hein. Ça va de chinoise, suédoise, il y a de tout. Ça, par contre, c'est quelque chose de très important. Et c'est à partir de ces schémas-là qu'une grande partie de la blaxploitation va se développer. Alors, on a des films qui vont être orientés western, donc ce qui est quelque chose d'assez nouveau au sein d'Hollywood, où là, justement, les rôles sont inversés. On retrouve des acteurs noirs dans les rôles des cow-boys, mais toujours avec cette dynamique un petit peu. Et Fred Williamson, le premier extrait qu'il y avait, c'était Richard Roundtree, donc qui jouait le rôle de Shaft, et Joe Spinell, effectivement, qui jouait le rôle du mafieux, qui est très connu, lui, pour son rôle dans Maniac. Et le deuxième extrait, vous aviez Jim Brown et Fred Williamson. Donc Fred Williamson, c'était celui qui avait le cigare. Ça, il a tout le temps le cigare dans ses films, quasiment tous. Même dans les westerns, il a un cigare. C'est sa marque de fabrique. Et Fred Williamson, justement, il crée en 72 un film vraiment très étonnant qui est sorti en France sous le titre « Libre à en crever ». Le titre américain était beaucoup plus choc parce que c'était The Legend of Nigger Charlie, la légende de Charlie le Nègre, et qui là, tout en s'inscrivant, Fred Williamson, c'est pas quelqu'un qui est engagé politiquement. Ça a été un sportif qui a eu une très belle carrière. Après, il est devenu acteur. C'est le seul qui a véritablement perduré dans le temps, d'ailleurs, comparé à tous ses collègues, eux, qui ont eu une fin de carrière à la fin des années 70. Lui, il a continué par la suite. Dans les années 80, il est parti en Italie, qui était un petit peu le paradis pour la production d'exploitation à l'époque. Il a continué à tourner très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, qui a priori, même d'après toutes les interviews qui existent de lui, il n'a jamais évoqué le fait qu'il a été engagé dans la lutte pour les droits civiques, mais ce qui n'empêche pas de développer au travers de ces différents films certaines formules où on hésite un petit peu, est-ce que ce sont des formules populistes comme les développent les autres producteurs blancs d'Hollywood, ou est-ce qu'il y a une véritable volonté de parler de sujets plus profonds? Ça, après, c'est à chacun de voir ce qu'il veut dans ces films-là. Mais dans Libre à en crever, donc, qui est un western, il joue le rôle d'un esclave qui tue son maître et qui, à partir de là, se fait poursuivre par toute la population blanc. Et puis, évidemment, il va remettre un petit peu de l'ordre dans tout le monde qui l'entoure. Ce qui est très intéressant, c'est l'une des premières scènes du film. On voit Fred Williamson se prendre un coup de pied dans les parties. Et c'est une scène vraiment emblématique parce que ce que reprochent beaucoup à l'époque de commentateurs, de critiques dans la presse afro-américaine, c'est le manque total de virilité des acteurs noirs à l'écran. Alors Sidney Poitier, effectivement, il n'a jamais joué le rôle de tombeur. Même certains disent de lui à l'époque qu'il est totalement asexué. Il a toujours des rôles très
très soft, très sain. Voilà. Enfin, c'est pas alors que n'importe quel autre acteur tenant des rôles relativement similaires, il y a toujours régulièrement une histoire d'amour avec une demoiselle de passage. C'est quelque chose, ça fait partie des schémas de production hollywoodiens. Et cette scène, donc, où il est vraiment question de la castration de l'homme noir, elle est emblématique un petit peu aussi de tout ce courant où, pour la première fois, le spectateur noir, pour qui ces productions sont destinées, se retrouve dans une position où il retrouve sa virilité. Il impose enfin sa loi, parce qu'évidemment, Fred Williamson, il se prend ce coup dans les parties, mais après, c'est une fois, il se le prend pas deux fois. Hein. Il remet tout de suite tout en place après. Et il y a vraiment une thématique là qui va être très importante, qui va être traitée de manière caricaturale, des fois, comme dans un film qui s'appelle Black Shampoo. Black Shampoo, le shampooineur noir. Je ne sais pas si vous imaginez le concept. Il y a un réalisateur un jour qui s'est dit « Je vais faire un film sur un coiffeur noir qui tombe des nanas ». C'est quand même très très fort. Et dans Black Shampoo, par exemple, qui est fait par Matt Simber, qui, j'avais longtemps discuté avec lui d'ailleurs, qui, pareil, lui, il n'a pas fait dans la blaxploitation du tout. Hein. C'était des films sincères, il voulait vraiment parler, il avait beaucoup d'amis noirs à l'époque, il voulait vraiment parler sérieusement de la condition afro-américaine. Dans Black Shampoo, donc, on a ce coiffeur de dames qui va dans les beaux quartiers et tout ça, mais alors, qui couche avec un nombre incommensurable. J'ai jamais réussi à venir au bout du compte. Au bout d'un moment, je laissais tomber durant le film. Toutes les actrices qui sont dans le film, voilà, ils couchent avec. Et c'est quelque chose qui est aussi complètement novateur dans le cinéma américain, mais c'est aussi quelque chose qui correspond à une ancienne crainte aux États-Unis. C'est les Américains ont développé ça depuis l'époque de l'esclavagisme, qui est la survitalité sexuelle qu'auraient les hommes noirs. Ça fait partie des grandes peurs de l'homme blanc américain. Si vous lisez Dans la peau d'un noir, d'ailleurs, qui est un témoignage d'un journaliste qui, pour essayer de comprendre justement un petit peu ce que pouvait signifier d'être noir, il se grime en noir, mais de manière... voilà, il passe vraiment par des artisans qui le mettent vraiment bien. Et il dit les premières rencontres qu'il fait avec des Blancs, il en témoigne là-dedans, c'est tout de suite, excusez-moi le terme, mais c'est ça, c'est est-ce que c'est vrai, vous avez vraiment une grosse bite? C'est ça. Les premières discussions qu'il a, une fois qu'il est noir, les premières discussions qu'il a avec des Blancs, c'est ça. Donc là-dessus, il y a un sujet qui est à la fois très caricatural parce que la production, et là c'est souvent plus globalement des producteurs blancs et des réalisateurs blancs, jouent beaucoup cette case de la super virilité noire. Là où ça devient paradoxal et où tout le phénomène de la blaxploitation prend une tournure beaucoup plus complexe, c'est que ces films obtiennent une résonance très importante, notamment dans les ghettos. Et ce qui peut apparaître comme être caricatural, comme être des formules populistes, pour des ados de 15-16 ans, des jeunes de 20 ans, de voir pour la première fois des héros qui leur ressemblent un peu plus, qui débordent de virilité, qui sont bien habillés, qui castannent la police, ça parle quelque part. Et c'est vrai qu'une partie de la communauté afro-américaine, en tout cas, trouve là ses premiers héros. Maintenant, une autre partie, celle qui est plus engagée politiquement, notamment... les Black Panthers vont beaucoup critiquer ça, mais il y a aussi la NAACP, qui est la première organisation antiraciste américaine qui avait été créée dès le début du XXe siècle, va vraiment beaucoup critiquer ces films, tout le phénomène de la blaxploitation, tout le phénomène de la blaxploitation à cause des schémas et des personnages qui sont présentés. Et notamment, parmi ces personnages, ces figures qui vont devenir récurrentes, il va y avoir
deux en particulier, c'est le macro et le dealer. Alors, jusqu'à un certain point, ça représente une réalité de la vie dans les ghettos. Il y a beaucoup de témoignages, notamment Iceberg Slim, qui est un romancier qui, à l'époque, est devenu très connu, non seulement dans les ghettos, mais aussi auprès de la société blanche américaine, qui parle de son parcours de macro. Il témoigne un petit peu de ce phénomène qui fait que, pour certains jeunes, il n'y a pas d'autre issue. Là, c'est pas forcément mon point de vue, mais c'est le point de vue qui est développé en tout cas par des gens comme Iceberg Slim et par d'autres. Ils disent qu'il n'y a pas d'autre issue du ghetto que de devenir macro ou que de devenir dealer. Et ça, c'est un des aspects qui va poser de plus de problèmes auprès des organisations noires américaines engagées. Alors, il y a toute une partie de la presse avec des magazines comme Jet et Ebony qui sont la presse consensuelle afro-américaine, on va dire plutôt de droite, assez conservatrice, qui regarde tous ces films d'action, qui dit oui, c'est bien, voilà, pour la première fois on a nos propres héros, c'est vrai. Et puis d'un autre côté, il y a cette presse afro-américaine d'extrême gauche qui ne vénèrent pas forcément le dollar et qui ont plutôt comme référent Marx et Engels, pour qui tous ces films, par leur thématique, par les visions un petit peu caricaturales des Noirs qui sont données à l'écran, se portent totalement à faux. Et c'est eux qui vont développer ce terme de blaxploitation et qui vont s'opposer en fait au développement de cette espèce de non-genre. On va dire, voilà, il faut arrêter un petit peu maintenant avec ces films. Ils reconnaissent qu'il y a besoin, il y a une nécessité à l'époque vitale d'une production afro-américaine, mais eux ne veulent pas que ça s'oriente vers un cinéma de divertissement qu'ils considèrent comme grossier et caricatural. La chose à l'époque, c'est, à mon avis, il faut que les deux en fait cohabitent. Il faut qu'il y ait un cinéma de divertissement pur, mettant en scène des équivalents noirs de James Bond ou d'autres héros du même acabit. Mais il faut aussi qu'il y ait un cinéma noir engagé politiquement, d'art et d'essai qui se développe. Et là, le problème, c'est que tous les fonds qui pourraient aller vers ce cinéma plus engagé, plus d'art et d'essai, il va plutôt plus naturellement pour soutenir des productions d'exploitation. Parce que les producteurs, de toute façon, sont toujours intéressés par une chose, c'est par les revenus financiers. Ils savent très bien que s'ils font un petit film qui cherche à parler d'une famille qui habite un ghetto, qui a du mal à venir au bout de ses fins de mois, ça ne va pas attirer beaucoup de monde. Donc la blaxploitation, elle porte d'une certaine façon un coup à la production noire américaine classique. D'un autre côté, elle permet aussi à cette production de se développer. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué, parce qu'il y a un certain nombre de films qui sont des films qu'on qualifierait classiquement d'art et d'essai, qui vont être exploités comme des films purement de blaxploitation. C'est-à-dire que des réalisateurs, certains producteurs, dans certains cas, ont voulu faire des films beaucoup plus en phase avec la vie afro-américaine, sans partir dans le côté glamourisation de la vie des dealers ou des macros. Par exemple, il y a Wendell Franklin qui fait partie d'un collectif qui s'appelle K-Calb, ce qui veut dire Black en verlan. Ils sont un petit collectif qui, au tout début des années 70, ils sont originaires de Compton. Alors maintenant, on connaît Compton parce que voilà, gangsta rap et tout ça, les règlements de compte, Blood Crips, mais Compton, dans les années 70, c'est plutôt une banlieue middle class noire américaine, une banlieue plutôt aisée. Et eux essayent de faire des films, justement, pas de divertissement, mais des films qui parlent de manière sincère de la condition noire. Et il fait notamment en 1974 un film qui s'appelle Johnny Tough, qui est un remake des 400 coups.
Alors, pas un remake pur jus, c'est-à-dire c'est pas l'exorciste qui se transforme en habit. Hein. C'est le groupe Cacalb, ce sont vraiment des cinéphiles, c'est des gens qui connaissent bien le monde du cinéma, mais ils ont cette idée de prendre la base des 400 coups et de le remettre dans un contexte noir. Et en fait, ce qu'ils racontent, c'est l'histoire d'un gamin qui vit dans un quartier, les problèmes familiaux, c'est quelque chose c'est un témoignage qui est vraiment très important, je pense, sur la vie dans un milieu middle class afro-américain, ce qui n'est que très 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 rarement montré à l'époque. Parce qu'à l'époque, effectivement, si on est noir, on se retrouve tout de suite dans le côté un petit peu caricatural. Si on est noir, c'est on vient du ghetto. Si on vient du ghetto, c'est qu'on a des copains macro, dealers et tout ça. Donc il y a ce côté caricatural. Eux cherchent à en sortir. Par contre, ils ne trouvent pas du tout de moyens de distribuer leurs films. Et effectivement, les 400 coups noirs, les 400 coups, déjà, c'est pas forcément un film qui a eu un énorme succès aux États-Unis. Alors on imagine la version noire des 400 coups, c'est déjà beaucoup plus difficile à vendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire toute une campagne marketing autour du film avec des affiches où on voit des gars armés, avec des affiches qui donnent l'impression qu'on va voir en fait des films d'action. Ce qui ne sont que très partiellement. Ce n'est pas des films qui sont mous du genou, mais ce n'est pas les films de Fred Williamson non plus. Et parmi ces films, il y a notamment The Bus is Coming, qui est tourné en 71, donc vraiment au tout début du phénomène, qui va être exploité dans les cinémas, c'est ça, comme une œuvre d'action, alors que c'est probablement l'un des films les plus intéressants à explorer, qui explore les thèmes des relations interraciales aux États-Unis, avec un scénario aussi qui change complètement de la dynamique habituelle, parce que le héros, donc, qui est noir, retourne dans sa ville de naissance où son frère policier s'est fait tuer. Donc un policier noir, en plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Dans la blaxploitation, c'est les noirs qui tapent sur les méchants policiers blancs. C'est généralement la dynamique qui est mise en place. Et pourtant, eux, voilà ce qu'essaie de faire Cacalb. Ils essaient de montrer une autre image que celle que Hollywood tente petit à petit de montrer. Ce cinéma, le cinéma de la blaxploitation, c'est un cinéma qui est porté avant tout par des acteurs, des hommes, des acteurs. Mais ce qui est emblématique plus globalement de la production américaine. La production américaine, c'est pas seulement vrai là-bas, mais c'est vrai internationalement, ce sont des producteurs, des réalisateurs, des acteurs. Et la place des femmes au sein de la blaxploitation, elle est un petit peu difficile. Mais elle est en même temps tout à fait à l'image de la façon dont fonctionnent les États-Unis. Néanmoins, et voilà, ça c'est encore un des paradoxes de la blaxploitation, s'il y a une grande majorité de films qui présentent les femmes noires comme prostituées ou comme filles qui passent leur temps à tomber dans le lit du héros, il y a quelques films qui vont un petit peu sortir de cette dynamique et qui vont présenter pour la première fois, et ça c'est quelque chose de très important, des femmes noires fortes. Et encore plus que cette image de l'homme noir fort, la femme noire américaine a été ultra caricaturée aux États-Unis depuis les années 20. À part le film Carmen Jones, qui est vraiment le seul exemple qu'on peut avoir, tous les rôles de femmes noires que vous pouvez trouver dans la production hollywoodienne, c'est celle de la mama servante dans Autant en emporte le vent. Voilà, c'est ça se résume à ça, être femme et noire aux États-Unis auparavant. Et là, il va y avoir une nouvelle génération d'actrices qui va émerger, notamment avec Pam Grier, qui va être vraiment la grande figure. Et pour la première fois, il va y avoir des femmes noires qui vont foutre la raclée à tout le monde. Et je vous propose de voir un extrait de Velvet Smooth de Johnny Hill, de Michael Finn, film de 1976 avec Johnny Hill, donc qui est dans le rôle de cette héroïne qui en fout plein la tronche des méchants. Pourrais-je avoir l'extrait numéro 3, s'il vous plaît ?
Okay, creep. Who set me up? I don't know. I don't know. Don't drive me, man. Who set me up? It's all done by phone. I don't know who it is. Don't hand me that shit. It's the truth, man. I just got off the slammer. It was easy money. No questions asked. J'étais méchant, j'ai choisi un extrait qui est très caricatural. Il y a des meilleurs combats que ça quand même. Là, c'est vrai que niveau chorégraphie, c'est pas top. Puis surtout, l'actrice principale n'était pas du tout pratiquante. Je pense que ça se ressent fortement. Mais voilà, c'est des rôles quand même qui sont très 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 importants dans l'histoire de l'évolution de la représentation des femmes noires au cinéma et plus globalement dans la culture populaire américaine, parce que, comme je disais juste avant, les rôles jusqu'alors, c'était celle de boniche, d'esclaves, voilà, et là, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Alors, la grande figure, ce sera Pam Grier, qui, elle aussi, après une carrière un peu plus difficile dans les années 80-90, est revenue au goût du jour grâce à Tarantino. Après, elle a joué aussi dans Hell World, la série télé. Et Pam Grier, elle, c'est vraiment le pur côté blaxploitation. Là, on est vraiment dans du cinéma d'exploitation. Elle a fait une série de films de ce qu'on appelle les WIP, les Women in Prison, les films de femmes en prison, où voilà, il y a un cahier des charges aussi très, très précis dans ce genre de film. Il faut une scène de douche toutes les 15-20 minutes, où évidemment toutes les prisonnières se retrouvent nues pour se savonner. Ils ont apparemment en prison, ils sont très tatillons sur l'hygiène. On se lave beaucoup dans ces films. Donc elle fait une série de films tournés aux Philippines qui sont chapeautés par Corman. Il y en a 2 qui seront réalisés d'ailleurs, pour l'anecdote, par 2 grandes figures du cinéma philippin, Jerry De Leon et puis Eddie Romero, qui sont, on les connaît surtout ici, un petit peu comme des faiseurs de films d'exploitation, mais c'est des réalisateurs qui ont été très marquants pour le cinéma philippin. Et Pam Grier va un petit peu devenir, je vais pousser un petit peu loin, l'équivalent cinématographique d'Angela Davis. Je tire beaucoup, mais il y a un peu de ça. Alors, elle va jouer en particulier, il y a 2 films qui vont être extrêmement marquants, à part tous ces films qu'elle a tournés aux Philippines, où elle passe beaucoup de temps à se savonner. C'est 2 films avec Jackie Hill. Il y a Coffee, en 1973, où elle joue le rôle d'une infirmière qui s'oppose aux dealers qui pourrissent un petit peu son quartier et puis qui ont tué sa sœur. Donc en fait, on se retrouve sur des dynamiques très classiques. C'est le Death Wish avec Charles Bronson, mais remis dans un contexte féminin et noir. Et puis l'autre film, ça va être Foxy Brown, donc là qui a vraiment été grandement remis au goût du jour par Tarantino, où cette fois-ci, elle se venge des mafieux qui ont tué son petit ami. Alors c'est des films qui sont, à nouveau, comme on est dans le cinéma d'exploitation, vous avez une espèce de sublimination de la femme, parce que effectivement elle réussit à sortir des situations les plus improbables. Enfin voilà, là, vous la voyez avec des qualités physiques totalement nulles, elle réussit à mettre en déroute quand même 5 agresseurs, très très fort. Mais d'un autre côté, il y a une véritable volonté d'exploiter, dans le sens cinématographique du terme, le caractère féminin des actrices, c'est-à-dire que Pam Grier, elle passe quand même énormément de temps à l'écran toute nue. Et c'est l'une des raisons aussi qui fait qu'elle est si connue. Elle a une poitrine très développée, et c'est comme ça qu'en fait Corman lui a proposé son premier rôle. Elle était secrétaire à la base, puis un jour, il a remarqué qu'elle avait quand même un corset qui était bien chargé. Il lui a demandé si ça l'intéressait de devenir actrice. Voilà. Mais Pam Grier, pour le public féminin, c'est une figure qui est quand même extrêmement importante.
Alors, elle est très critiquée à l'époque, effectivement, parce que certains lui disent qu'elle retombe dans les schémas mis en place par Hollywood, mais d'une autre manière. En particulier, oui, parce qu'on est effectivement dans une démarche populiste qui est parfois grossière, mais d'un autre côté, il faut voir que la société afro-américaine, pas middle class forcément, mais plus prolétaire, on va dire, et très machiste dans les années 60-70, et voir ce personnage féminin qui impose sa loi, qui dicte aux hommes ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, bah pour un public féminin, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que même si les figures sont caricaturales, même si ces films sont destinés avant tout à un public masculin, parce qu'ils ne sont pas du tout, voilà, à part peut-être un public féminin homosexuel, je pense que la majorité des femmes n'en ont rien à fiche de voir des femmes se savonner toutes les 10 minutes à l'écran. Je pense que ça, c'est plus un délire d'homme, quoi. Bon. Et malgré tout, voilà, il y a quand même une partie du public féminin noir qui va voir ces films, que ce soit en couple ou tout seul, et qui trouve en Pam Grier et Tamara Dobson et d'autres actrices, voilà, des figures sur lesquelles elles peuvent se reconnaître. Elles ont pour la première fois leurs propres héroïnes. Et c'est quelque chose aussi là qui est révolutionnaire. C'est quelque chose de très, très, très important. Maintenant, je vous parlais un petit peu tout à l'heure de la difficulté de cerner la blaxploitation. Alors, il y a des groupes comme Cacalb qui font des films qu'on peut considérer d'art et d'essai, qui sont après marketés et distribués dans un cadre plus cinéma d'exploitation, cinéma de quartier. Et en fait, il y en a beaucoup qui vont subir ce chemin, qui sont perçus maintenant, surtout aux États-Unis, où le travail autour de la blaxploitation est arrivé vraiment tardivement, parce que jusqu'à la fin des années 90, la critique générale, y compris dans les milieux afro-américains, avait une vision très stéréotypée de ce que c'était la blaxploitation. Donc il y a vraiment commencé à y avoir un travail autour de la blaxploitation dans les années 90, et une vision qui a un petit peu changé, mais on s'est rendu compte que beaucoup de films en fait qui étaient classés comme blaxploitation, c'est-à-dire comme étant des films soi-disant produits par des blancs, réalisés par des blancs, avec que des techniciens blancs, ben, il y avait un certain nombre de productions en fait qui avaient été produites par des noirs, avec des réalisateurs noirs, des scénaristes noirs, mais qu'ils avaient été marketés de telle façon qu'ils passaient totalement au travers des mailles du filet, et qu'à moins qu'on se pose vraiment attentivement devant ces films, on pouvait perdre de vue qu'il s'agissait de films engagés. Et là, j'aimerais vous montrer un extrait d'un film qui s'appelle Helmut à Los Angeles, qui a été tourné par Oscar Williams en 1972, et qui est vraiment l'exemple typique du faux film de blaxploitation. C'est un vrai film engagé, un vrai film radical, mais qui n'a tourné en fait que dans le circuit de ce qu'on appelait les grindhouse, les cinémas de quartier américains. Et ce qui a fait perdre pendant plusieurs décennies de vue le fait que c'était avant tout un film extrêmement politique. Pourrais-je avoir l'extrait numéro 2, s'il vous plaît ? Self-evident that all men are created equal. That they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the duty of the people to alter or abolish it, and... Il s'agit de la scène d'ouverture du film. C'est pas un extrait monté façon bande-annonce. Ça, c'est vraiment l'ouverture du film. Donc, on voit en termes cinématographiques purs, on est quand même relativement loin des schémas qui sont en place dans le cinéma d'exploitation classique. Le cinéma d'exploitation américain, du moins, tente beaucoup de choses. Il y a eu de nombreuses révolutions entre guillemets formelles qui se sont faits via le cinéma d'exploitation, tout simplement. Mais des découpages comme ça aussi secs, des partis pris formels comme il peut y en avoir dans ce film, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma d'exploitation habituel, du moins pas aux États-Unis. On peut le retrouver dans le cinéma d'exploitation japonais, mais aux États-Unis, non. Et le problème d'un film comme Émeute à Los Angeles, donc, c'est qu'il se retrouve en fait pris dans le flot de toutes ces productions d'action et que la presse passe totalement à côté de son sujet. Il est question quand même de militants noirs qui se battent contre la police raciste, mais on ne se retrouve pas dans un côté caricatural de police raciste comme il y a par exemple dans Opération Dragon. Ce que je veux dire, c'est que dans Opération Dragon, les policiers racistes qui viennent embêter Jim Brown dans le film, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment une démarche populiste. Là, dans le film, Oscar Williams a vraiment une volonté sincère de parler des problèmes qui existent avec cette police qui est un petit peu la gâchette un peu trop rapide sur les jeunes noirs, ce qui est d'ailleurs toujours d'actualité aux États-Unis. On voit que ça n'a pas foncièrement changé. Dans le rôle principal, on retrouve Billy Dee Williams, d'ailleurs, je parlais de lui un peu plus tôt, c'est le Lando Calrissian de l'Empire contre-attaque. Voilà. Avant qu'il devienne un traître à Hollywood, c'était quelqu'un qui, dans ses rôles, avait des rôles un peu plus nobles. Et ces films, donc, comme Émeute à Los Angeles, se retrouvent totalement noyés en fait, dans la vague blaxploitation, ce qui fait qu'il est difficile à la fois pour le public, pour la critique aussi, de séparer ce qui est authentiquement un film d'exploitation, ce qui est un film sincère, essayant de faire passer un message, et ce qui est un film d'exploitation jouant sur certaines thématiques faussement politiques pour plaire au public. Et des films comme Émeute à Los Angeles, en fait, ont vraiment mis près de 30 ou 40 ans pour commencer à être regardés d'une autre façon, à la fois par la critique traditionnelle, mais en particulier par les instances afro-américaines de la presse ou de la critique. Voilà, c'est des films qui ont commencé à être redécouverts, mais extrêmement tardivement. Et pour une grande partie du public d'amateurs de cinéma de quartier aux États-Unis, un film comme Émeute à Los Angeles, ça se réduit juste à un film d'action. Voilà, bon, il y a une photo d'Angela Davis au début. À la limite, tout le monde ne sait pas qui c'est aux États-Unis, il ne faut pas se voiler la face. Il y a Huey P. Newton qui passe juste après. Ça, c'est des portraits qu'on ne voit pas passer non plus dans tous les films de la blaxploitation. Là, il y a quand même une volonté affirmée de mettre en avant tout un discours politique. Et tout ce discours politique, justement, il fait peur à une partie de l'Amérique blanche. Et ça va donner des films comme Black Gestapo. Là, il faut voir que pour une partie des Blancs américains, les Black Panthers sont l'équivalent des nazis à l'époque. C'est vraiment comme ça qu'ils sont perçus. Il y a beaucoup de témoignages, on le voit dans la presse, il y a même certains films. Et donc, dans tout ce courant blaxploitation, il y en a certains qui vont dire on va miser sur des acteurs noirs, voilà, on va les utiliser, les mettre un truc, mais attention, on va faire un truc un petit peu, on va
rétablir un petit peu les règles. Les Noirs, on les met dans les premiers rôles, mais quand même, il faut expliquer que leur lutte pour les droits civiques, où là, ils commencent, ils veulent être armés, tout ça, pour lutter contre la police, ça sent mal. Donc on va les montrer de manière très négative. Et il y a ce film donc, qui s'appelle Black Gestapo, qui est... là, on est vraiment dans la blaxploitation pure et dure. Il n'y a rien à dire. Les producteurs sont blancs, réalisateurs blancs, toute l'équipe est blanche, sauf les acteurs, évidemment, vu que ce sont les gestapistes noirs. L'affiche est très intéressante parce qu'il y a marqué The New, la nouvelle race supérieure. Donc c'est assez rigolo. Le film est distribué en France sous le titre Black Nazi. Il fallait oser. Et le film ose vraiment, c'est-à-dire qu'il fait un parallèle. Alors il n'est jamais question des Black Panthers non plus, parce que derrière, au niveau de la production, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas se permettre de faire ça. Mais on se retrouve face à une organisation politique noire, donc, qui appelle à la prise aux armes et qui, elle, défend la pureté raciale noire et l'extermination pure et simple des Blancs. Quelque chose qui n'a jamais existé aux États-Unis. Il faut quand même s'en rendre compte, les Black Panthers, ça n'a jamais été ça. D'ailleurs, les Black Panthers se situent même sur un combat qui est avant tout un combat de lutte de classe. Ils auront des liens très forts, notamment avec certaines organisations latino et même des organisations blanches comme les Patriots, qui étaient une organisation de pauvres blancs. Vraiment, c'était toute la région des Appalaches, où là, c'est vraiment, vous trouvez vraiment les lumpen prolétaires blancs. Mais qui étaient vraiment d'extrême gauche. Donc les Black Panthers ont eu des liaisons très fortes avec différentes organisations comme ça. Donc le combat n'était pas, comme il est dit un petit peu grossièrement à l'époque, racial. Il était avant tout, ils se sont rendus compte que le problème de fond, c'était une histoire de lutte des classes. Et Black Gestapo, tout ça, le film s'en fiche royalement, vu que le but, c'est réussir à la fois à attirer le public noir, ce que le film a réussi à faire assez étonnamment, et conforter aussi le public blanc dans son image qu'il a des méchants révolutionnaires noirs. Et il y a cette espèce de collision qui existe en permanence entre des films donc, comme Émeute à Los Angeles, qui sont des œuvres sincères, politiquement engagées et très intelligentes aussi d'ailleurs, parce que il n'est pas seulement question de militants afro-américains, il est question aussi là-dedans dans le film de militants blancs qui apportent leur soutien. Donc ce sont des films qui ont vraiment réfléchi avant tout sur les thèmes qu'ils cherchaient à développer. Puis d'un autre côté, il y a des films vraiment grossiers là, qui sont de purs travaux d'exploitation, comme Black Gestapo, qui sont, c'est dommage, j'avais pas d'extra à vous proposer, mais je vous le conseille. Oui, je suis désolé. En même temps, c'est un peu difficile de passer ce truc-là, mais si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Pour en revenir, juste, je finirai sur une dernière chose. À nouveau sur la place des femmes noires dans le cinéma américain, qui n'a pas beaucoup évolué en fait. Durant les années 70, ben voilà, on a pour la première fois certaines actrices qui montent sur le devant de la scène, comme Pam Grier, Tamara Dobson, quelques autres. Et il y a une génération de jeunes réalisatrices qui tentent de faire leur premier film à l'époque. Autant il va y avoir certains réalisateurs afro-américains qui vont réussir à faire leur film, qui vont réussir à perdurer dans le temps, autant pour les femmes noires aux États-Unis, ça va être beaucoup plus difficile. Il va y avoir notamment Julie Dash avec Diary of an African Nun en 1976, et puis Kathleen Collins la même année avec un premier film qui s'appelle Almost Music, qui vont émerger, mais finalement qui ne vont pas avoir la possibilité de percer comme leurs camarades masculins, du fait de leur identité sexuelle. Il faut reconnaître que le milieu du cinéma, et c'est pas propre aux États-Unis, c'est quelque chose de global, reste très fermé aux femmes, et il reste encore plus fermé aux femmes noires. Donc même si la blaxploitation a permis de redéfinir l'image de la femme noire, le mouvement n'a pas permis pour autant à de jeunes réalisatrices d'émerger vraiment et
d'exister dans le temps. Voilà, enfin, je veux pas dire non plus que Julie Dash, par exemple, elle a pu faire ses films voilà, en 76, possiblement un petit peu aidée par cette vague d'intérêt pour les productions noires, mais ce n'est pas non plus une réalisatrice qui a réussi à percer comme le fera plus tard Spike Lee voilà, ou d'autres réalisateurs à l'époque. Je crois que j'en avais fini avec les extraits. Oui. Black Panther, j'ai trouvé très amusant la façon dont Marvel a réussi à faire passer son film, grosse production hollywoodienne, donc avec majoritairement une équipe technique blanche, des fonds blancs et tout ça, comme un film révolutionnaire présentant le premier super-héros noir. Alors déjà, c'est faux. C'est pas le premier super-héros noir à éclairer les écrans. Il y en a déjà eu à l'époque de la Blaxploitation. Deuxièmement, il faut se souvenir que Marvel, quand même, avait un dessinateur noir en son sein dans les années 70 qu'il ne considérait absolument pas. Voilà, la réalité de Marvel qui présente voilà, Black Panther, c'est nous, on défend et tout ça. Non, c'est qu'ils avaient un dessinateur noir au sein de leur écurie qui était complètement relégué, mis de côté, qui n'avait aucun pouvoir décisif. Oh là là. Merci, excusez-moi. Je veux dire, les débuts de phrase, vous allez finir. Et voilà, il faut se souvenir que Marvel n'a pas fait partie de ces compagnies qui ont contribué à l'essor, au développement de la lutte pour les droits civiques. Maintenant, qui jouent le beau rôle en disant oui, voilà, regardez, on le fait. Je trouve ça un petit peu risible, sincèrement. Est-ce que, mais maintenant, ça fait le même phénomène que la Blaxploitation, c'est-à-dire que oui, effectivement, comme à l'époque avec les films avec Fred Williamson ou Jim Brown, c'est un film qui parle au public noir. Et pas seulement aux États-Unis, d'ailleurs en France aussi. Hein, je l'ai vu autour de moi. Voilà, les gens disent oui, bah enfin on a notre premier super-héros. Oui, mais moi ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas une volonté derrière de la production, des scénaristes et des réalisateurs de développer cette thématique et de faire autre chose qu'un film purement populiste. Voilà, moi c'est le problème que j'ai avec ce film.